Chez Montessori 21, la classe pour les 6-11 ans s'appelle la classe des petits explorateurs. Donc on peut parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on peut nourrir la soif d'apprendre, des enfants de 6 à 11 ans. Dans la pédagogie Montessori, cette période, il s'inscrit vraiment, dans ce contexte de «apprends-moi à penser par moi-même». Donc c'est une période, d'après Maria Montessori, qui est la période de développement intellectuel le plus puissant dans notre vie. Et c'est vraiment important, entre 6 à 11 ans, semer les graines de plein de choses, de culture, hem, pour les enfants, pour que ça puisse pousser, plus tard. Alors qui est l'enfant de 6 à 2 ans? Il a des particularités et des besoins spécifiques à cette période-là qui sont très différents de ce qu'on a pu connaître, de l'enfant d'avant 6 ans. Donc l'enfant par exemple, de 3 à 6 ans, il est très ancré dans le concret, dans la vie pratique de tout ce qu'il voit autour de lui. Il cherche à comprendre l'ordre physique des choses, comprendre comment on appelle, les choses, donc au niveau de langage. Et quand on arrive à la période de 6 à 2 ans, c'est un enfant qui va être vraiment différent. Il va chercher cet ordre intellectuel avant tout. Donc l'enfant de 6 à 2 ans, il a besoin de développer son imagination. C'est une période où, ils vont se poser beaucoup de questions, ils vont imaginer plein de choses et c'est vraiment très important de soutenir, cette imagination naissante qui était pas beaucoup présent avant. Donc parfois les enfants quand ils ont 3 à 4 ans, ils peuvent, parler des fantaisies, mais souvent ils peuvent pas en fait distinguer qu'est-ce qui est réel de ce qui est pas réel. Ici, l'enfant sait très bien ce qui existe, et ce qui n'existe pas, mais c'est surtout cette question qui va la fasciner, de qu'est-ce qui n'existe pas ou qu'est-ce qui pourrait exister un jour. Donc c'est un enfant aussi qui a besoin de développer, son esprit de raisonnement, d'esprit critique et de donner du sens à tout ce qui l'entoure. Il a toujours besoin d'apprendre, activement, être lui-même acteur de ses apprentissages, et aussi aller à son rythme parce que les intérêts de l'enfant vont varier assez, souvent d'une période à l'autre, d'une année à l'autre. C'est une période aussi de très fort développement social qu'on voit vraiment, d'une manière très nette après 5-6 ans où l'enfant change complètement. Il devient fasciné par, ses camarades, devient inséparable avec, ses amis. Et c'est une période aussi du fait de cette importance de développement social qui commence. Il cherche aussi à trouver un cadre qui est juste, qui est sécurisant, avec des règles qui lui permettent de comprendre le fonctionnement de la vie sociale dans notre société. Encore une fois, de manière assez spectaculaire, après 5-6 ans, l'enfant commence à vraiment être très, très curieux, à poser beaucoup de questions, à s'intéresser à plein de sujets, toujours poser cette question de pourquoi, et qui souvent nous laisse un peu désemparés par les spécificités des questions qu'il peut chercher et trouver. Il a besoin vraiment de comprendre, le monde dans lequel il vit. Il a besoin de aussi mettre les choses en lien, les unes avec les autres. Du fait que sa capacité d'abstraction progresse aussi, il est plus, capable de comprendre les sujets du temps. C'est quoi le passé? C'est quoi le présent et le futur? Très fasciné aussi par, tout ce qu'il peut imaginer, que ce soit dans le passé ou dans le futur. Il s'intéresse beaucoup aux différents sujets de culture, de comment est-ce que les sociétés ont vécu, comment est-ce que les besoins, fondamentaux de l'homme ont été satisfaits aux différentes périodes historiques. Et c'est important pour l'enfant vraiment de voir ce côté invisible des choses. Ça peut être, qu'est-ce qui se passe dans le corps humain? Comment est-ce que le courant, il passe dans les câbles électriques? Donc tout ce qui est pas évident, on va dire, comme ça, qui est pas déjà sur la surface, ça va beaucoup motiver les enfants, toutes ces questions-là. Et donc qu'est-ce qui se passe dans nos ambiances, Montessori? Alors nous, on va bien sûr prendre ce sujet à cœur et c'est comme ça qu'on va commencer aussi notre travail dans la classe élémentaire. On va raconter beaucoup d'histoires aux enfants, mais des histoires qui sont vraies, sur les sujets scientifiques, sur les sujets culturels. C'est des histoires qui sont
vraies et factuelles, mais qui sont vraiment, racontées d'une manière à frapper l'imagination de l'enfant. Et on a toujours 5 grandes histoires qui suivent au début de l'année scolaire. Donc c'est l'apparition de la création de la Terre, l'apparition de la vie sur Terre, l'arrivée des humains, l'histoire de l'écriture et l'histoire des mathématiques. Donc c'est vraiment les 5 axes, 5 grands axes qui vont lancer tout le travail qu'on va faire à l'école élémentaire de 6 à 11 ans, bien sûr avec plein de sujets grands et petits à l'intérieur de chaque grande histoire. Ce qui est important aussi, c'est le côté un peu interconnecté des sujets qu'on voit et la façon comme on les présente aux enfants. Ce n'est pas des chapitres isolés dans un manuel scolaire avec des sujets qui parfois ne sont pas liés les uns avec les autres. On ne sait pas pourquoi on apprend ça aujourd'hui. Ici, on va vraiment aller toujours des choses macro, des choses globales, vers des sujets plus précis pour situer l'enfant dans un contexte donné. Et on va aussi chercher à créer des liens entre les différents concepts et les disciplines. Par exemple, si on travaille les fractions en mathématiques, en parallèle, on peut aussi travailler le rythme en musique, parce que c'est le même concept intellectuel. On peut aussi travailler des lignes parallèles en géométrie et parler des nervures parallèles en botanique. Et c'est comme ça que l'enfant, qui a vraiment ce soif intellectuel de comprendre, de créer des liens entre les sujets, il va être de plus en plus emballé et intéressé par ces découvertes-là. Un autre aspect, c'est, comme j'ai mentionné, l'esprit critique qu'on veut développer chez l'enfant, l'esprit de raisonnement. Donc l'enfant, il a besoin, à cet âge-là, de comprendre avant d'agir ou comprendre avant de mémoriser. Et ça concerne un peu tout. Ça concerne des opérations mathématiques aussi bien que les règles sociales. Donc juste de lui dire: «Ne fais pas ça», ça ne passe souvent pas, sauf sous la peur. On a besoin vraiment d'expliquer pourquoi les choses doivent se faire de telle ou telle manière ou pourquoi cette règle, elle est juste. Donc on va toujours chercher à impliquer l'enfant dans le raisonnement. Donc on va, par exemple, dans la construction, dans nos leçons, pas tout donner, comme si c'était un cours encyclopédique. Voilà les sujets, voilà ce que ça veut dire. On va toujours commencer par des questions. On va toujours, solliciter les enfants pour raisonner et en fait, quelque part, co-construire la connaissance avec nous pour que c'est eux-mêmes qui découvrent, en fait, c'est quoi la loi de divisibilité en mathématiques? C'est quoi la loi grammaticale, par exemple? Donc on va vraiment beaucoup, beaucoup solliciter les enfants plutôt que leur donner déjà des choses toutes faites à mémoriser. Et comme c'était déjà le cas, dans la classe de la maison des enfants, de la classe maternelle Montessori, on va toujours travailler du concret vers l'abstrait. Et souvent, la problématique des apprentissages un peu plus traditionnels et classiques, c'est qu'on passe beaucoup trop vite en abstraction et les enfants souvent ne sont pas prêts encore. Ils ne sont pas prêts encore à faire des opérations sur papier ou ne sont pas prêts encore d'utiliser le papier comme le support unique ou principal de leurs apprentissages. Ils ont besoin vraiment d'avoir quelque chose dans leurs mains, utiliser leur sens pour manipuler le matériel concrètement. Et c'est ça qui leur permet après de mieux assimiler les choses et passer plus facilement vers abstraction. Et les étapes que nous avons aussi à l'école élémentaire, c'est travailler d'abord avec le matériel, après avec le matériel et le papier ensemble, en faisant des parallèles, et ensuite, à un moment donné, passer que vers le papier. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très puissant et très bien construit dans notre pédagogie, avec un matériel qui est très précis, avec des étapes aussi de présentation qui sont très précises, pour laisser chaque enfant aller à son rythme sur ce chemin d'abstraction. Donc un autre volet aussi qui est très important que j'ai mentionné, qui est donc le développement social. On voit vraiment que c'est un besoin, fondamental de l'enfant d'être entouré par ses pairs, de toujours discuter avec eux. Souvent ça peut aussi, devenir une source on va dire de conflits, que les enfants parlent, fort ou ils ont besoin de parler, mais quelque part c'est un besoin, fondamental qu'on doit respecter et bien sûr que de les apprendre à comment faire en sorte que ça ne dérange pas les autres. Mais quelque part, cette envie d'être avec les autres, c'est quelque chose que pour nous est fondamental aussi dans la construction de l'environnement qu'on va créer pour l'enfant. Donc on va pas les mettre dans les rangées, sur les bancs individuellement où ils peuvent pas voir les autres, ils peuvent pas se lever parce que quelque part on les empêcherait en fait, de satisfaire ce besoin qu'ils ont de communication et d'interaction avec les autres. Donc même dans la façon comment
Les tables, les chaises sont disposées dans nos classes. Ça prend en compte, en fait, ce besoin. Donc on va avoir des tables de 3-4 enfants, à 2, quelques tables bien sûr individuelles. Mais en fait, on va vraiment encourager ce travail en petits groupes. On va aussi, comme ce sont des environnements aussi d'âge mélangé, donc c'est les enfants qui sont là de 6 à 9 ans ou de 9 à 11 ans, ou parfois de 6 à 11 ans, donc les différentes configurations existent. Ça permet aux enfants de vraiment avoir une expérience sociale très riche. Ils vont à la fois avoir des enfants plus grands qui font peut-être des choses plus complexes. Ils peuvent observer et voir quand est-ce qu'un jour, peut-être, ils pourront le faire aussi. Et ils peuvent aussi voir les plus jeunes mais ils ont déjà aussi passé par cette étape-là, donc ils peuvent aussi aider les plus jeunes. Donc ça crée vraiment un climat plus de solidarité et d'entraide que de compétition et de concurrence. Et c'est très normal, les enfants voient qu'il y a différents niveaux dans la classe, il y a des différents sujets qui se travaillent en fonction de, voilà, de notre niveau et de notre âge, et que ça ne crée pas vraiment de pression inutile sur les enfants. La seule compétition, c'est avec soi-même. Est-ce que je peux faire demain mieux que ce que je faisais hier? Et ce qui est important aussi, c'est que comme toute chose en construction, au début de sa construction, ces relations sociales entre les enfants sont parfois un peu ambivalentes. D'une part, ils adorent être avec les autres, mais ils ne savent pas toujours comment être avec les autres. Et du fait aussi de la richesse de ces différentes interactions qu'ils ont tous les jours, ça leur permet aussi de rencontrer les différentes personnalités, les différents tempéraments, et aussi apprendre à se comporter avec les différentes personnalités. Quelque part, on essaie vraiment de recréer une sorte de micro-société au sein de nos classes Montessori, des petits explorateurs, parce que dans la vraie vie, on n'est jamais avec les personnes de même âge, on n'est jamais avec que notre voisin, toujours le même toute l'année. Donc, c'est quelque part cette mobilité aussi de mouvement qu'il y a dans la classe, où les enfants peuvent s'asseoir où ils veulent travailler avec qui ils veulent, si ça dérange personne. Ça leur permet vraiment de faire face aux différentes situations. Et bien sûr, on aura des petits conflits de temps en temps qui vont se produire, mais pour nous, c'est une vraie opportunité d'apprentissage et pas quelque chose qu'on veut éviter à tout prix. C'est parce qu'à travers ces petits conflits, on va vraiment beaucoup observer toutes ces dynamiques côté social chez les enfants et intervenir pour les guider, pour les apprendre à gérer les conflits, pour les apprendre à prendre la parole, pour les apprendre aussi à être empathiques quand quelqu'un a une difficulté, quel que soit leur tempérament ou personnalité. Et pour nous, c'est vraiment cet aspect-là, comme éducation comme une aide à la vie, qui est important. Donc on va pas chercher à éliminer le sujet social d'une manière ou de l'autre, mais au contraire le favoriser et à donner des clés aux enfants pour se construire sur cet aspect-là. Donc l'enfant, il a toujours besoin d'être un acteur de son apprentissage, donc il aime pas être passif en train de juste, absorber la connaissance qui viendrait de l'enseignante ou des autres. Il a vraiment besoin lui-même faire ses preuves, il a besoin de faire ses hypothèses, il a besoin de tester et voir est-ce que ça marche ou ça marche pas. Et donc c'est important pour nous que chaque enfant puisse aller à son rythme et qu'il puisse aussi apprendre à son rythme. Comme je viens de mentionner, le contexte social fait que ça se fait naturellement parce qu'on n'a pas un programme pour tous les élèves, de la même année. Donc on a déjà, ces programmes qui sont différents en fonction de l'enfant, son rythme, son niveau, et ça permet vraiment, aux enfants d'aller, plus vite. Par exemple, s'ils ont des capacités plus développées dans un domaine, en mathématiques par exemple, et moins vite, par exemple sur le langage, s'il a besoin plus du temps de retravailler certains sujets. Donc il a suffisamment de matériel, suffisamment des activités pour que ça puisse être équilibré et tous les aspects du programme soient couverts en même temps. Ce qu'on utilise aussi dans la classe pour soutenir le développement de l'autonomie, c'est les journaux de bord. C'est une sorte de cahier ou un journal où les enfants vont écrire aussi le travail qu'ils vont faire, les activités qu'ils ont fait. Et plus qu'ils grandissent, plus ce journal devient vraiment un appui de développement de leur autonomie, parce que les renseignements qu'ils vont émettre vont être de plus en plus précis et parlants. Après, on peut revoir ce journal avec l'enfant et dire, bah, écoute, je vois qu'en 1 heure, tu as fait juste une opération. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu as besoin d'aide?
Tu veux qu'on te présente encore cette activité-là, ou est-ce que peut-être tu as parlé un peu trop avec ton voisin? Donc on va vraiment, être beaucoup dans cette réflexion avec l'enfant pour l'aider, en fait, à comprendre son fonctionnement. De quoi elle a besoin pour travailler d'une manière efficace? C'est quoi ses intérêts? Comment demander de l'aide s'il a besoin de l'aide? Et c'est vraiment, assez impressionnant de voir que déjà à 7-8 ans, ils ont quand même, un recul assez, intéressant et important sur leur propre, sur eux-mêmes, sur ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ne savent pas faire, où ils ont besoin d'aide. Si ce travail il est vraiment mené d'une manière régulière. L'environnement Montessori va toujours favoriser l'autonomie, quel que soit l'âge de développement au niveau de classe de l'enfant. Donc, on va toujours vraiment bien penser quel matériel à mettre à disposition, comment l'organiser pour que l'enfant puisse y aller tout seul, qu'il ne dépend pas de l'adulte à chaque fois. Et dans chaque matériel, il y a le contrôle d'erreur autonome qui permet aussi à l'enfant de se rendre compte est-ce que ce qu'il fait, c'est juste ou pas. Encore une fois, sans forcément toujours l'intervention de l'adulte. Et nous, on va aussi favoriser un cycle de travail long. Ça veut dire que c'est un cycle de travail de 2h30 à 3h le matin, sans interruption pour des récréations classiques. Noncé et Marie Montessori a aussi beaucoup écrit sur ces observations des élèves, qu'il y a une sorte de courbe de concentration le matin que l'enfant développe, où il a des périodes de hauts et des bas, mais chaque enfant est capable de rentrer dans son cycle de concentration, mais à son rythme. Et donc, c'est important, au lieu de couper le temps en 45 minutes ou en 12 heures, vraiment laisser l'enfant trouver ce rythme pour rentrer dans le travail concentré et efficace. Et donc, un autre aspect qui est important, c'est que l'enfant, de cet âge-là, il essaie de comprendre comment le monde autour de lui marche. Pourquoi est-ce que les ouvriers qui font les travaux dans la rue se disputent? Pourquoi est-ce qu'on a certains conflits dans la classe aussi? Pourquoi est-ce que ça arrive? Et c'est important aussi, plutôt que de leur imposer des règles ou donner des choses toutes faites, de les faire participer à la fois dans l'élaboration des règles qui sont en classe, de solliciter le raisonnement pour tout ce qui se passe aussi à l'extérieur de la classe. D'ailleurs, on fait aussi beaucoup de petites sorties de proximité pour que les enfants puissent côtoyer la vraie vie autour et participer d'une manière ou de l'autre voilà, dans ces vies du quartier. Et donc, ce qu'on essaie vraiment de donner aux enfants, c'est ce sens-là que c'est ensemble en fait, ça dépend de tout le monde, le cadre de vie dans lequel on se trouve. Et que s'il y a un crayon par terre, bah, il y a bien quelqu'un qui l'a jeté, mais c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on fait rien. Et c'est important, c'est des petits sujets, mais parfois, ces discussions, ils sont très profondes avec les enfants qui mènent vers la compréhension de c'est quoi les règles sociales, pourquoi on en a besoin, qu'est-ce qui se passe si on les a pas ou on les respecte pas. Et c'est bien sûr, c'est une construction qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'années, mais pour nous, c'est aussi important de passer du temps là-dessus pour avoir des personnes voilà, qui sont empathiques, qui comprennent le fonctionnement, qui peuvent suivre aussi des règles qui existent dans la société, mais toujours en passant par ce côté d'explication, de compréhension, de questionnement. Et il y a beaucoup de pratiques de ça dans la classe. Donc pour résumer, dans la vision pédagogique de Maria Montessori, qui est le fil rouge et l'éducation comme une aide à la vie, ce que l'enfant va développer à cet âge-là, c'est une forte autonomie intellectuelle et physique, aussi, une capacité de se concentrer, être vraiment, dans le travail efficace, et qui vient de lui et pas de quelqu'un d'autre de l'extérieur parce qu'il y a peut-être des récompenses ou des notes. Donc il va vraiment travailler parce qu'il sait que c'est intéressant, parce qu'il veut le faire, il veut aller jusqu'au bout. C'est aussi sa capacité de s'organiser, de comprendre son fonctionnement. Comment est-ce que je fonctionne? De quoi est-ce que j'ai besoin pour me concentrer? Qu'est-ce qui me distrait? Comment je peux éviter ces distractions-là? Et c'est quelque chose que nous tous, après 20 ans plus tard, on va être toujours face au même sujet quand on travaille déjà dans la vie adulte. C'est aussi le sujet de confiance en soi, où l'enfant va se sentir qu'il est capable de faire les choses par lui-même. Il est capable de lui-même aller chercher l'activité, de la finir, de passer à autre chose, d'aider les autres. Et c'est bien sûr ce vivre ensemble aussi qui est fondamental et qui, encore une fois, les graines sont semées à cette période-là, que ce soit sur la vie
sociale, la vie ensemble, que ce soit sur le sujet de l'imagination ou de raisonnement. Il y a beaucoup de choses qui se passent à cette période-là qui sont parfois peut-être invisibles, comme ça à l'œil parce que l'enfant il reste par rapport à l'enfant de 3-6 ans, c'est un enfant beaucoup plus équilibré. Il y a moins de crises, émotionnelles, il y a voilà, beaucoup de choses qui se passent, mais il y a beaucoup de choses qui se travaillent aussi un peu d'une manière, discrète et c'est à nous vraiment, les adultes, de construire un environnement pour, voilà, semer toutes ces graines-là et laisser, l'enfant fleurir grâce à cette pédagogie-là.